des Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 4 ans. La pression emmagasinée est simplement terrible. Donc moi, je ne vais pas me réjouir de la faute de quelqu'un. Je vais me réjouir de la victoire de quelqu'un. Je vais, passeur d'émotions, me réjouir de la victoire et compatir à la défaite, sachant que compatir à la défaite est évidemment beaucoup plus difficile. Nelson Montfort, bonjour. Bonjour Hugo. Merci d'être là, c'est un vrai plaisir. C'est un plaisir partagé. C'est très, très sympa, on va pouvoir échanger ensemble dans le cadre de cette seconde partie de Mashup, à l'occasion notamment de ton livre, de la sortie récente de ton livre, Mémoires olympiques. On va avoir l'occasion de parler de ces mémoires olympiques justement, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, Nelson Montfort, je pense que beaucoup de personnes te connaissent, mais peut-être que les plus jeunes ne te connaissent pas ou en tout cas ne suivent pas le sport et donc peut-être vont te découvrir ce soir. Ce sera tout aussi intéressant parce qu'on va pouvoir revenir sur ton parcours, ta carrière dans le domaine du journalisme sportif, parce que tu es à la fois journaliste sportif, à la fois commentateur, animateur, polyglotte par ailleurs. C'est ce qui t'a permis de faire pas mal d'interviews, pas mal de choses. We can speak English if you want. Yeah, my dad's British. Comme nous sommes quand même quand même diplômés de la même école, je suis sûr qu'à Sciences Po Paris, pas tout à fait la même année, mais tu parlais parfaitement anglais, évidemment. En plus, mon père qui est anglais, ça aide. Forcément, j'ai une obligation à parler anglais, donc ça aide pas mal. Mais ouais, polyglotte, parce que tu parles le français, anglais, espagnol, italien, allemand, et tu es très connu notamment pour un certain nombre de tes duplex que tu as eu l'occasion de faire, tes interviews, mais aussi tes commentaires lors de compétitions sportives, notamment dans le cadre du patinage artistique. C'est quelque chose que tu fais encore aujourd'hui, donc on va pouvoir revenir sur tout ça. Je rappelle d'ailleurs le principe de ce format d'interview. C'est une interview où on va revenir sur tes points de bascule, donc des moments marquants de ta carrière qui permettent toujours d'avoir des enseignements intéressants et pour mieux te connaître, mais même plus largement, là dans ton cas, sur le métier de journaliste, sur les difficultés, sur les opportunités aussi que ça peut engendrer. Et voilà, on va pouvoir revenir sur tout ça et on va pouvoir commencer du coup sans plus tarder. Au passage, je pense que tu es aussi une des personnalités les plus imitées de France. C'est quand même quelque chose qu'il faut noter par les guignols de l'info, par Canteloup, par tout ça. Certains sont peut-être aussi connus à travers ce... Parfois, les imitateurs sont meilleurs que l'original, c'est possible. C'est possible. On va pouvoir peut-être en parler tout à l'heure. Voilà donc pour le programme ce soir et je te propose qu'on commence directement avec du coup un premier point de bascule. C'est une finale d'un tournoi de tennis Roland Garros en 1984 entre, d'ailleurs je ne sais pas si on dit Lendl ou Lendl. Ivan Lendl contre John McEnroe. Exactement. Ouais. Ça se passe donc en 1984. C'est une finale qui oppose donc deux joueurs et tu as déclaré que cette finale avait été un couteau dans le cœur pour tous ceux qui aiment le beau tennis. Pour donner un peu de contexte, McEnroe mène 2-7-0. Ouais. Puis Lendl remporte les 2 sets suivants. On est à ce moment-là à 2-7 chacun. D'ailleurs, on voit les images en même temps. Arrive le 5e set. On est à 6-1 pour Lendl. McEnroe sert et c'est un point très rapide. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué ? Pourquoi est-ce que c'est un des matchs qui t'a le plus marqué, que tu as eu l'occasion de pas mal évoquer ? Si tu veux, pour 2 raisons. Oui, là, effectivement, on voit Yvan qui tient le trophée. C'est que John McEnroe avait un jeu qui n'était pas spécialement fait pour la terre battue. Il avait un jeu d'attaquant extraordinaire, essentiellement service volé, et il jouait exactement contre son contraire. C'est-à-dire le tchécoslovaque à l'époque, Ivan Lendl, qui en plus, c'était encore le rideau de fer, était un petit peu le symbole du Parti communiste. Je schématise un peu, mais il y a pas... Donc c'était un peu le rideau de fer, l'Est contre l'Ouest. Et je crois que les 15 000 spectateurs du central de Roland-Garros avaient pris fait et cause pour le jeu de McEnroe, qui en plus avait une personnalité, que tu connais, qui s'est transformé ensuite comme commentateur extraordinaire, comme chanteur-guitariste extraordinaire, avec lequel je suis resté en contact et qui a eu la gentillesse en plus de me citer dans son livre, que je te recommande d'ailleurs parce que You Can't Be Serious, parce qu'avec les arbitres, il était... Ouais. Mais donc, et c'est vrai que les détails du match, McEnroe mène 2-7-0, je crois même qu'il a le break dans le 3e set, bref, il se promène. Et puis le renard tchèque a commencé à faire son retard et puis on connaît le résultat. Et comment, toi, tu vis de telles rencontres et même plus largement quand tu es amené à commenter ou à réagir à des événements sportifs de ce type-là? Comment est-ce que tu
tu le vis? Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en 1984, je n'étais pas encore dans le journalisme. Mais ce match-là a certainement compté dans mon cheminement. Ça, c'est certain. Et ce match-là m'a permis surtout de voir qu'un match de tennis, c'était autre chose que ce qui se passait sur le court. C'était également ce qui se passait dans les têtes. Et voilà, la poignée de main était extrêmement froide. Ils ne partaient pas en vacances ensemble, selon l'expression consacrée. Et ce qui te donne envie à ce moment-là d'aller travailler dans le journalisme sportif et ce qui peut t'inspirer quand tu vois des matchs comme ça, c'est quoi? C'est l'envie de raconter, l'envie de transmettre une émotion pendant un moment comme ça. Qu'est-ce qui te motive au final à commenter des rencontres sportives après sur les années qui ont suivi? C'est exactement ça, c'est l'envie, et puis c'est également l'envie de rencontrer les héros du jour, de rencontrer et d'aller à leur rencontre, je l'espère, dès le début, avec des questions qui, j'espère, n'étaient pas bateaux. Je crois que les téléspectateurs ont envie d'aller plus loin. Le match, ils viennent de le voir. Donc, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé à 2-7 à 1, 30-40. Non, c'est pas ça. C'est d'aller un petit peu plus loin. C'est ce que j'ai essayé de faire dès le départ, et c'est ce qui, je pense, fait mon style encore aujourd'hui. Oui. D'aller au-delà, et tu dis souvent que tu as ce rôle comme ça de transmettre l'émotion, de passer l'émotion. J'aime bien cette expression. Oui, transmetteur d'émotions. J'aime bien passeur, transmetteur d'émotions. Oui, parce que mais le sport, Hugo, c'est comme la vie. Je veux dire, bon, certaines personnes vont dire que c'est que du sport et qu'il y a des choses plus. Et d'ailleurs, l'actualité en ce moment nous prouve qu'il y a des choses évidemment plus dramatiques que le sport. Mais pour ces héros qui sont donc, là, on parle de tennisman, on va peut-être parler d'athlètes, de patineurs, que sais-je, c'est leur vie. Et il peut y avoir des immenses... C'est-à-dire que le fil est très ténu entre la joie, l'extase et la déception qui peut être quasi... mortifère, quoi. Oui, j'exagère pas. Et quelle place est-ce que tu mets à l'humain et aux émotions et à tes propres émotions quand tu commentes une rencontre sportive? D'ailleurs, ça peut être le patinage artistique ou plein d'autres sports. Je pose la question parce que c'est drôle, moi je le vois notamment à l'occasion de la présidentielle. Il y a ce mythe qui est très présent. Il y a une présidentielle en ce moment il y a légèrement. Ceux qui sont là, par-ci par-là. Elles arrivent en ce moment, elles sont là, par-ci par-là. Ouais. Et non, mais c'est vrai que je vois qu'il y a ce mythe qui est souvent présent du journaliste qui doit être objectif, neutre, etc. Et moi, je répète qu'en fait, un journaliste ne peut pas être objectif, ne peut pas être neutre. On peut tendre vers quelque chose qui se veut factuel, honnête, etc. Mais en soi, forcément, on a tous, de toute façon, à un moment donné, une part de subjectivité. Dans le cas du sport, c'est d'autant plus intéressant parce que est-ce que c'est une question que toi, tu te poses, en gros, de toi, forcément, ta vision, tu dois avoir peut-être un sportif favori, des préférences, le côté peut-être aussi d'aller chauvin, d'aller soutenir les Français. Comment est-ce que tu as vu cette question dans ton travail, dans l'exercice de ton métier? Ça, c'est une très très bonne observation. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il est impossible d'être 100% neutre, parce que neutre veut dire un peu détaché de l'événement. Alors, il faut être comment ? Il faut être honnête. C'est-à-dire qu'il ne faut pas crier quand un Français gagne. Non, ça il ne faut pas. Et d'ailleurs, je dirais qu'un sport comme le patinage est l'exemple type de ça. On va se réjouir du succès, ce qu'à Dieu ne plaise, de patineurs français, encore que cette année, il y a eu, avec le groupe de danse pour la 5e fois champion du monde, mais pas au détriment de la chute d'un Américain, d'un Japonais ou d'un Russe. Donc, moi, j'ai toujours essayé d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que je sais le travail que ça représente. Des Jeux Olympiques, c'est une fois tous les 4 ans. La pression emmagasinée est simplement terrible. Donc moi, je ne vais pas me réjouir de la faute de quelqu'un. Je vais me réjouir de la victoire de quelqu'un. Je vais, passeur d'émotions, me réjouir de la victoire et compatir à la défaite, sachant que compatir à la défaite est évidemment beaucoup plus difficile. Et interviewer des perdantes, je ne sais plus où tu avais dit ça, mais que c'était quelque chose qui t'intéressait aussi, c'est-à-dire que forcément interviewer les gagnants, c'est assez évident, c'est quelque chose qui est assez simple, mais interviewer les perdants, qu'est-ce qu'on va chercher quand on va parler à quelqu'un qui vient de s'incliner? Je dirais déjà qu'il faut avoir de la pudeur, parce que le moindre mot qui tomberait à plat serait extraordinairement mal pris, non seulement par la personne, mais également par tous les téléspectateurs, sans compter aujourd'hui par tous les réseaux sociaux. Donc il faut faire ça avec pudeur, avec délicatesse, qui est un mot de la langue française que j'aime beaucoup, et une certaine retenue. Et alors après, de toute manière, tu sais, il y a des sportifs qui, quand ils sont défaits, ne veulent même pas venir répondre. Moi, je n'ai jamais... Il y a eu des exemples, ça, de personnes qui n'ont refusé? Non, mais il y a des exemples où moi-même, je sentais qu'il ne fallait pas le faire. Ouais. Par exemple, je me souviens, c'est un nom qui va forcément te dire quelque chose, Marie-Jo Pérec, la coureuse de 400 mètres, de 200 et 400 mètres, quand elle gagnait, tout était formidable.
quand elle perdait, elle était vraiment à prendre avec des pincettes. Et parfois, ces pincettes, je ne les prenais pas du tout. C'est-à-dire, je renonçais parce que je la voyais arriver. Ça, c'est l'expérience aussi qui fait ça. Je préfère de loin m'abstenir plutôt que de passer pour, je ne sais pas, pour le croque-mort là, qui vient chercher là. Non, ce n'est pas du tout mon style. Et ceux qui me connaissent le savent. J'ai toujours eu cette retenue, ce qui, j'espère, est de la délicatesse. Et puisqu'on parle de la question de la retenue potentielle dans ce métier de journaliste, dans le cas du commentaire, typiquement quand tu commentes le patinage artistique, c'est un sport, le tennis d'ailleurs, c'est assez similaire, mais où il y a quand même des moments de silence importants. Autant le football, ça peut enchaîner, on va dire, un puis l'autre, et puis en fait, ça va parler en permanence pour dire les choses. Autant le patinage artistique, il faut du silence à un moment. Et comment est-ce que tu organises tout ça et comment c'est drôle ce que tu dis, parce que ces deux sports-là, en plus, sont effectivement des sports où on ne reprochera... J'ai souvent pensé à ça, je pense que ça va te faire sourire. On ne reprochera jamais à un commentateur de ne pas assez parler. On lui reprochera toujours de trop parler. Alors, a fortiori, quand tu entends de la musique de Tchaïkovski, enfin, de Mozart et tout, quand tu entends le requiem de Mozart, tu ne peux pas parler. Alors, évidemment, il faut accompagner, mais avec cette délicatesse. Jusque dans le ton, même. Il faut avoir une forme de... Absolument. Et d'ailleurs, la musique qui passe, parce qu'il y a parfois des musiques un peu plus modernes, la musique influence le ton du commentaire sans qu'on s'en aperçoive. Ouais, donc c'est une forme d'équilibre à essayer de... D'autant qu'en plus, en patinage, il y a eu une vraie évolution. C'est qu'autrefois, il n'y avait que les musiques. Maintenant, depuis quelques années, on entend également les paroles des chansons. Et donc, à partir du moment où tu entends les paroles, tu veux encore moins parler. Puisque... Voilà. Et justement, puisqu'on est sur la question du silence, on a eu, notamment avec Bein, il me semble, mais peut-être que d'autres chaînes l'ont fait ensuite, un certain nombre de chaînes qui maintenant proposent un match de football, par exemple, avec les commentaires et sans les commentaires, pour ceux qui veulent regarder le match sans les commentaires. Quel regard est-ce que tu portes là-dessus? Comment est-ce que tu expliques que certains refusent au final d'avoir les commentaires lors du match? Pardon, ça, je ne pense pas que ça soit très bon à la longue pour les journalistes de sport. Ouais. Parce que si la majorité des ça te fait sourire, mais si la majorité des téléspectateurs choisissent le sans commentaire, ça remet forcément en cause, c'est drôle ça remet forcément en cause la présence même, le travail du journaliste. Mais ça me rappelle ce que tu dis, c'est drôle, ça me rappelle, je crois que c'est la télévision allemande, à vérifier, il y a quelques années, les commentateurs s'étaient mis en grève. Et donc, les matchs étaient diffusés, mais sans commentaire. Et tous les téléspectateurs disaient, mais c'est formidable, qu'ils continuent leur grève. Inutile de dire qu'ils sont revenus assez vite devant le micro. Une petite crainte que ça s'avère. Je pense que juste pour la radio, en l'occurrence, on ne pourrait pas se passer des commentateurs, sinon ce serait assez dur à suivre. Mais dans le cas de la télé... Ça serait peut-être à essayer, ça. Ça pourrait être un petit conseil. Émission de radio. On entend des cris, on entend des ballons, mais ça s'arrête là. On va passer à la suite, un autre point de bascule assez marquant dans ton cas, c'est celle de Carl Lewis, donc le célèbre sprinter américain, lors des JO d'été de Barcelone en 1992. Alors à l'époque, tu avais déjà fait plusieurs interviews avec des sportifs, puisque tu avais notamment animé une émission sur Europe 1, Tie Break et Green, tu as présenté le journal des sports ou encore l'heure du golf sur France 3. Tu avais une passion d'ailleurs pour le golf qui peut-être est encore présente aujourd'hui. Plus que jamais. Plus que jamais, incroyable. Dans le cas là, de Carl Lewis, c'est pas du golf, on l'aura bien compris, c'est de l'athlétisme. Tu dis que c'est souvent un moment assez fort pour toi dans ta carrière et une interview assez particulière. Comment s'est faite cette interview? En fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'avec Carl, nous le suivions tout le temps, parce qu'on retransmettait également les meetings, etc. Et il a eu des hauts et des bas dans sa carrière. Barcelone, c'était le sommet. Ensuite, il a eu des bas. Ensuite, il est revenu à Atlanta, 96, où là, de nouveau, il gagne le saut en longueur. Et là, c'est vrai que je me suis rendu compte que de la fidélité de ce garçon, qui franchement, et j'ai des milliers de témoins, des millions même, qui m'a privilégié au détriment de peut-être 200 ou 300 journalistes américains qui attendaient sa réaction en conférence de presse. Pourquoi? Parce que son manager, Joe Douglas, je m'en souviendrai toute ma vie, avait dit, mais ces 300 personnes, ou peut-être plus, 500, en Amérique, ils n'étaient pas là quand Carl allait moins bien. Vous étiez là. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Ça, je dirais que la fidélité, peut-être une certaine reconnaissance, sont des vraies qualités humaines. C'est quelque chose qui se passe souvent, que tu vois souvent, ou même que toi, tu as pu vivre comme ça, des relations, des rencontres avec des sportifs qui t'ont marqué, et des sportifs que tu as eu l'occasion de revoir ensuite
On peut parler de Rafael Nadal, on peut parler de personnalités comme ça que tu as eu l'occasion de suivre des années. Le nom que tu viens de citer n'est pas anodin dans mon cheminement professionnel, parce que j'ai accompagné Rafa sur ses 13 victoires à Roland-Garros, série en cours. Là, depuis le mois de janvier dernier, avec l'Open d'Australie, il est devenu, statistiquement, le plus grand joueur de l'histoire du tennis. Je pense d'ailleurs que sa carrière n'est pas terminée, et je me suis rendu compte que c'était un garçon non seulement bon sur le court, tout le monde le sait, mais également dans la vie. Et qu'est-ce qui reste au fond après ? C'est ça, c'est dans la vie. Remarquablement bien éduqué, élevé par son oncle Tony, qui est également son entraîneur. Moi, je trouve que... Et je dirais ce que j'appelle le clan Nadal, parce que c'est un clan qui est très soudé avec sa jeune épouse Xia, qui d'ailleurs est son ami d'enfance, c'est son premier amour. C'est un clan depuis longtemps. Je trouve que c'est très touchant. Ouais. Voilà. Donc voilà, ce sont des gens que j'aime profondément et qui, je pense, me le rendent bien. Et dans ces rencontres-là, c'est vrai que c'est quelque chose qui se tisse au fur et à mesure. Et on peut imaginer qu'il y a aussi des moments où l'enjeu d'un point de vue sportif est majeur. Et donc, de ton côté aussi, en tant que journaliste sportif, l'enjeu est important parce que tu es suivi par des millions de personnes, parce qu'il peut y avoir une pression particulière à être l'une des premières personnes à interroger, dans le cas de Roland-Garros. La première. Ou la première personne, justement, à interroger un sportif. Tu ressens du stress dans ces moments-là ? Comment est-ce que tu as appris à gérer ce genre de situation? Je pense, c'est ce que je dis d'ailleurs à mes jeunes, parce que j'enseigne dans une école de journalisme, il est hors de question d'arriver comme ça, les mains dans les poches, de dire « Ah tiens, ce coucou, c'est moi ». Non, le jour où je ne ressentirai plus ce stress, mais qui n'est pas un stress paralysant, c'est un stress respectueux, j'arrêterai ce métier. Effectivement, je ressens encore ce stress, mais je pense que c'est une forme de trac. Il y a cette merveilleuse phrase de Louis Jouvet, l'immense... comédien, réalisateur Louis Jouvet, c'est dans les années 50, une jeune comédienne un peu comme ça, un peu légère, vient vers lui, il lui dit « Ah, maître, c'est extraordinaire, je n'ai jamais le trac !» Et il y avait un ton de voix, il dit « Ne vous inquiétez pas, ma petite, ça viendra avec le talent. » Ben, j'adore ça. C'est plein d'humour, c'est pas trop méchant. Voilà, eh bien c'est ma réponse. C'est quelque chose qui est nécessaire. Je ne sais pas si j'ai énormément de talent, mais en tout cas, j'ai encore le truc. Voilà. Et c'est intéressant à voir à quel point ça peut être utile. Et par ailleurs, quand on parle de Roland-Garros, j'ai un petit doute là-dessus quand tu fais ces interviews-là. C'est des interviews qui sont audibles que le public peut entendre, ou alors c'est simplement la télévision quand tu les réalises? Ça dépend. Ça dépend du choix du réalisateur. Ça dépend, voilà. Et ça ajoute quelque chose en termes de pression d'avoir un public, alors qu'on pourrait se dire, de toute façon, il y en a des millions à la télé, donc tant qu'à faire, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu le sais comme moi. Ouais. Tu t'adresses dans un cas, tu t'adresses à une caméra. Dans d'autres cas, tu t'adresses à 10 ou 12 000 personnes sur le cours central. Regarde. Donc, non, c'est pas la même chose. Et effectivement, pour répondre à ta question, ça augmente un petit peu ça fait battre le cœur un petit peu plus fort. Et dans le cas de ces interviews-là, tu en as déjà un peu parlé, mais je pense que c'est bien de revenir dessus parce que c'est, j'imagine, l'enjeu aussi de ces interviews-là. On l'a dit, il y a eu, dans le cas d'un match de tennis, il y a eu 2-3 heures, je ne sais combien de combats. Parfois 4 ou 5. Parfois 4 ou 5, c'est beaucoup plus long. Oui. On a un sportif, qui soit gagnant ou non d'ailleurs, mais qui est complètement crevé, on peut l'imaginer, à la suite de son match. Il faut arriver à le faire parler, à provoquer quelque chose, quand même, une émotion, quelque chose. Comment est-ce que tu trouves ton équilibre? Comment est-ce que tu trouves la bonne question à poser selon la personne qui est face à toi? C'est amusant ce que tu dis, parce que tout part de la première question. Si la première question tombe à plat, ça va pas bien se passer, parce que surtout avec un vaincu. Mais moi j'ai un petit truc qui est le suivant, c'est que je ne viens pas directement avec le micro sous son nez ou sous son menton. Je demande avant, est-ce que vous êtes d'accord pour? La plupart du temps, comme ils me connaissent un petit peu, c'est oui. Avec les vainqueurs, c'est toujours oui. Avec les vaincus, c'est parfois un petit peu plus délicat. Mais voilà, j'y vais avec une certaine retenue, comme je le disais il y a quelques minutes. Et il me semble que tu essaies aussi souvent d'avoir un mot dans ton interview, dans le cas du gagnant, pour ton adversaire, pour la personne qui a perdu, de faire cet échange-là. Comment est-ce que c'est important pour toi de créer cette passerelle-là, de créer ce... Ce que tu dis, c'est amusant. Je vais même te faire une confidence. J'essaye parfois de rendre les gens peut-être meilleurs qu'ils ne le sont. Parce que je crois que c'est ce que le public attend. À partir du moment où ils vont... Alors avec Rafa, c'est pas difficile parce qu'il est comme ça. Avec Rafa, il va toujours dire un mot de gentil sur son adversaire. Avec certains joueurs et joueuses, c'est plus délicat. Et je pense que le fait de dire un mot sur son adversaire va totalement dans l'intérêt de la personnalité de la personne interviewée. Donc ça m'est arrivé. Je ne vais pas dire que je fais systématiquement, parce que quelquefois ça vient spontanément. Mais ça m'est arrivé, oui.
Et plus largement, comment est-ce que tu distinguerais, toi, ton travail par rapport au travail de d'autres journalistes? Et je la pose, non pas pour jouer cet élément de comparaison, mais même plus largement, quand on est journaliste sportif, je suis sûr qu'il y en a un certain nombre qui nous regardent, qui aimeraient être journaliste sportif. Moi, j'ai voulu l'être pendant longtemps. Je suis d'une certaine façon par l'être, pas journaliste sportif, mais à interviewer des sportifs. Ça, j'ai eu l'occasion de le faire pas mal de fois. Mais comment est-ce qu'on se distingue? Si on prend le cas par exemple, des interviews juste après des matchs. Prenons le cas du football, par exemple. C'est quelque chose qui est systématique, en général, soit l'homme du match ou autre, enfin bref, ou le capitaine qui vient répondre aux questions. Qu'est-ce qui fait qu'une interview d'après-match se distingue d'une autre? Et qu'est-ce qui fait, selon toi, la force de ça? Je pense que, je dis ça en toute humilité, en toute modestie, et je sais à qui je m'adresse en disant ça, je pense que c'est la culture générale. Moi je ne me considère pas comme journaliste sportif. Je suis journaliste. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'autres passions dans la vie et nous en partageons. Je suis un amoureux de la littérature, de la musique, de la politique américaine, etc. Et je pense que cette ouverture d'esprit permet justement d'être meilleur en matière de journalisme. D'autant plus, et ça c'est un combat que je mène, c'est qu'en sport aujourd'hui, il y a énormément de ce qu'on appelle les consultants. Alors, notamment football, rugby, bon, alors, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont un peu moins bons, mais ils sont très nombreux. Or, eux, ce sont la plupart du temps des anciens joueurs, etc., n'ont pas eu la chance de faire des études supérieures. Ils ont souvent... Donc, comment est-ce qu'on va faire la différence? Comment est-ce que les journalistes vont faire la différence? Eh bien, je crois que c'est, enfin, j'en suis même persuadé, par l'ouverture d'esprit et par une certaine forme de culture générale. Enfin, moi, j'en suis convaincu. Ça peut jouer beaucoup. Mais tu en es l'incarnation également, Hugo. C'est comme ça. Et je pense qu'en plus, cette formation exclut les gaffes. En tout cas, exclut les gaffes volontaires. Les gaffes involontaires, ça, tout le monde peut en être victime. Le troisième point de bascule, pour avancer un petit peu, c'est un petit moment de solitude qui a fait le tour du monde que tu vois sûrement. C'était lors de l'interview du sprinter américain Michael Johnson le 1er août 1996 lors des JO d'Atlanta, donc en 96. Le sprinter vient alors de battre le record du 200 mètres en près de 19 secondes. Tu l'interviews quelques minutes après sa victoire. 19,32. T'as vu, j'ai le temps en tête. Moi, je l'avais sur mes notes, le truc exact, mais je dis 19 secondes. Dessus, tu l'interviews du coup quelques minutes après sa victoire, et là, rien ne se passe comme prévu. Pour expliquer un peu, notamment pour ceux qui vont écouter ça en podcast, l'athlète se barre en plein direct et au plein milieu d'une question. C'est une séquence qui avait fait à ce moment-là pas le tour des réseaux sociaux pour des raisons évidentes. Il n'y en avait pas encore. Pour des raisons évidentes qu'il n'y en avait pas encore, mais qui avait fait le tour notamment des zappings, de tout ce qui pouvait exister à l'époque. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui encore, apparemment. Aujourd'hui encore, visiblement. Je le ressors, désolé. Non, mais ça me va très bien. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là et comment est-ce qu'on fait pour réagir le mieux possible? Je vais faire très court. Ce qui se passe, c'est que là, il vient de battre un record absolument extraordinaire, historique, du 200 mètres. Et je fais la question, et puis il y a la traduction américaine, française, etc. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps, parce que c'est vrai que je suis très enthousiaste, etc. Mais la question n'était pas si longue que ça. Mais bon, il y avait d'autres personnes qui attendaient, et donc il s'en va en cours de route. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le chef, et puis il s'en va vite, hein, et le chef d'édition me demande, il faut le rattraper, parce que je vais rattraper le recordman du monde du 200 mètres, ça c'était totalement impossible pour moi. Mais tu vois, c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, Johnson, qui travaille pour la BBC, donc nos collègues de la télévision britannique, me dit, parce que je le croise, et en plus c'est un garçon très élégant, enfin je pense qu'on l'a vu là, voilà. Il me dit, mais moi en Amérique, everybody forgot, mais je suis oublié en Amérique. Mais là, en Europe, quand je viens, grâce à vous, grâce à cette séquence, on me connaît encore, you're my friend et tout. Bon voilà, donc finalement, au fond, qu'est-ce qui reste? Un sourire. Et plus largement, au-delà de ce cas précis, toujours sur ces conseils, je pense qu'ils peuvent être utiles dans l'exercice de ce métier de journaliste. Moi, je fais souvent d'ailleurs la distinction entre une certaine partie de mon travail que je prépare quand je fais mes actus du jour sur YouTube. C'est écrit, c'est scripté d'une certaine façon, c'est écrit, je tourne ma vidéo, je ne suis même pas en direct. Le risque, il est quasi nul en soi dans l'exercice de ça. Quand tu fais une interview, forcément tu le sais mieux que moi, il y a une forme d'imprévu, une forme d'incertitude sur le moment. Absolument. Comment va réagir l'invité? Est-ce que moi je vais être bon? Il peut y avoir un problème technique ou autre. On en rejoint d'ailleurs la question du stress qui est associé à ça. Qu'est-ce qui t'aide à rebondir en cas de difficulté à tout point de vue lors d'une interview et comment est-ce qu'on fait pour garder ce sang-froid-là?
Je pense que c'est peut-être une certaine forme d'expérience et puis peut-être de considérer la caméra comme une amie. C'est-à-dire que quand je vois une caméra, pour moi, c'est soit quelqu'un que j'aime, soit un membre de ma famille, enfin que ça, soit mon père qui n'est plus de ce monde, mais qui m'a énormément influencé, qui continue à m'accompagner toujours aujourd'hui. Donc voilà, j'ai jamais vu de l'adversité, si tu veux. Et à partir du moment où il y a cette sincérité, à partir du moment où voilà, on voit qu'on n'en est pas responsable, je crois que le public, enfin dans son ensemble, hein, il y aura toujours quelques voilà, mais le public dans son ensemble va être de ton côté. Ah, c'est une très bonne façon. J'avais jamais entendu l'idée de se dire, d'imaginer la caméra comme en fait derrière, c'est un proche, c'est quelqu'un qui nous. Ouais. Oui, peut-être même un proche qui n'est plus là. Ouais. Voilà, mais je te dis, mais vraiment, j'ai complètement ça en moi, quoi. J'ai complètement ça en moi. Voilà. Bon, il se trouve que là, récemment, on a eu la douleur, parce que c'est vraiment une douleur de perdre un petit chien. Eh bien, je le vois. Et je le vois et je le sens. Et donc, voilà, c'est tout ça. Ouais. Tout ça passe dans la mesure où on voit qu'il y a un regard ami, quel qu'il soit. Ça, c'est très important. Très, très, très fort. Et ouais, imaginer ça avec une forme humanisée et rendre bienveillant quasiment un outil technique d'une certaine façon, ça peut aider. C'est super intéressant. Dernière question au passage que je voulais te poser dans le cas de ces interviews-là. Il y en aura d'autres après. Mais on a parlé de tennis, on a parlé de patinage artistique, on a parlé vite fait de football, d'athlétisme. J'ai le sentiment, et tu vas me dire ce que tu en penses, mais que certains sports, certains athlètes selon les sports sont plus partants pour parler, pour avoir une parole libre que d'autres. Et le sentiment que j'ai, mais qui reste à confirmer, ça s'est juste construit au fur et à mesure, c'est que les sportifs, globalement, les footballeurs, globalement, c'est souvent compliqué d'avoir autre chose que juste des petits bribes de parole en fin de match avec, voilà, c'est souvent, je dirais pas faux cul, mais parfois ça peut être un peu dur d'aller chercher de la sincérité derrière, à l'inverse de d'autres sports. Et je le vois, enfin, tu vas me dire dans le cas du tennis, mais moi je trouve qu'en F1 par exemple, quand même il y a plein de choses qui se disent pas, il y a aussi un ton beaucoup plus, et une forme de... On peut avoir un pilote de Formule 1 qui va dire mon écurie n'a pas été bonne, c'est pas normal que ma voiture marche pas, et qui peuvent se lâcher comme ça sur leur propre équipe. Comment est-ce que tu vois ça, toi, les différences entre les sports ? En tout cas, parmi les sports que j'ai la chance de couvrir, que nous avons cités, je pense qu'effectivement que l'athlétisme est un sport pour lequel les athlètes sont beaucoup plus ouverts et viennent très spontanément. Je ne sais pas si le nom de Pierre-Ambroise Bosse te dit quelque chose, le coureur de 1500 mètres. Bon, il gagne à Londres 2017 les championnats du monde, une course avec une tactique de course que je qualifierais de baroque. Enfin, jamais il devait gagner cette course, mais il la gagne et il arrive à mon micro, il me parle de son petit chat, que sais-je, qu'il a retrouvé dans une gouttière. Il m'imite, hey oui Nelson, c'était formidable cette course. Bon, ça, je ne pense pas qu'on le verrait effectivement chez les footballeurs. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas demander plus aux sportifs, ou qui que ce soit d'ailleurs, plus qu'ils ne peuvent offrir. Pourquoi les mettre en difficulté ? Et je dirais même que... J'ai souvent réfléchi à ça. Je ne suis pas un très grand adepte des troisièmes mi-temps en compagnie des sportifs. C'est leur moment, ce n'est pas le nôtre. Et à chaque fois que j'ai voulu le faire, notamment au début de mon itinéraire professionnel, ça s'est moyennant passé. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, au fond ? Qu'est-ce que je fais là ? C'est pas ma place. C'est leur moment. Donc, on peut créer une complicité, comme celle que j'ai avec Rafa. On peut créer une forme d'amitié, mais on n'est pas tout le temps ensemble. Et c'est très bien ainsi. C'est super intéressant sur la distance qu'il peut y avoir. C'est très important. Et j'ajoute, sans doute seras-tu d'accord avec moi, c'est même quelque chose dans la vie. Ne pas trop vouloir approcher ceux que l'on admire énormément. Parce que si ils t'offrent ce qu'ils ont de meilleur à offrir, tu sembles être d'accord. Dans le privé, ça va forcément être moins bien. Un artiste sur scène, que sais-je. Voilà, je suis pas, par exemple, je ne suis pas un très grand fanat d'aller voir les artistes dans leur loge après un spectacle. Ils sont fatigués, c'est un sourire un peu artificiel, ils n'ont pas envie de voir. Donc voilà, je respecte beaucoup ça. Non, mais je partage complètement, et je pense que c'est aussi quelque chose qui vient sûrement aussi au fil de l'expérience déjà, et puis même aussi de la compréhension. Qu'en fait, la façon dont je le vois, mais je le vois même avec des amis qui sont youtubeurs, qui sont beaucoup plus suivis que moi ou quoi, c'est que ce qui est rare. Sentiment qu'il y a une forme de... Il y en a tu me semblais quand même très suivi, mais bon. Non, mais c'est qu'il y a une forme de
de fascination qu'il peut y avoir pour certains, pour des personnes connues ou autres, que ce soit des artistes, des sportifs ou autres. Et en fait, à mesure que tu travailles dans ce milieu-là, tu réalises que c'est aussi des personnes qui ont, déjà qui sont normales au final d'une façon ou d'une autre, même s'ils ont une vie qui n'est pas normale, ils ont sinon, ça reste des personnes normales. Donc cette fascination, je pense déjà se perd. Et puis une forme de compréhension, j'imagine, au fur et à mesure des limites à franchir, à ne pas franchir. À ne pas franchir. Ouais. C'est essentiel dans le métier, par exemple, de journaliste, mais on imagine que c'est une question qui est plus large. On va passer à un autre point de bascule. C'est le 4e point de bascule que je voulais voir. Et ce sera sûrement le dernier, vu que le temps file assez. J'aime bien l'expression point de bascule. C'est Agathe qui a beaucoup travaillé sur ces interviews-là. C'est ça, en plus. Il y a un certain nombre de commandes. Oui, d'étapes et un point de bascule. Là, tu parles de puzzle, il me semble, notamment quand tu parles aussi de ta carrière, mais c'est point de bascule, puzzle, c'est différents trucs qu'on peut évoquer. Là, je voulais revenir sur un duplex assez imprévu et réussi avec Tiger Woods, le champion de golf américain. On l'a compris, tu es passionné de golf depuis bien longtemps. Contre toute attente, tu avais réussi à avoir une exclusivité, c'était en 2018, la Ryder Cup. Donc elle oppose, je ne suis pas un grand connaisseur de golf, mais elle oppose les 12 meilleurs joueurs américains contre 12 des meilleurs joueurs européens. C'était là à Saint-Quentin en Yvelines. France Télévisions n'est pas le diffuseur de cet événement et donc c'est pas forcément évident pour toi d'arriver à avoir une interview et pourtant tu vas quand même réussir à l'avoir cette interview. Comment est-ce que tu as fait ? Alors, ça a été une longue histoire parce qu'avec les avocats américains, je dis bien les avocats, les managers, etc., cette compétition avait lieu de mémoire en septembre-octobre. Au Golf National, il faisait très beau d'ailleurs, comme tu vois sur cette image. Effectivement, USA, Europe, et nous n'étions pas détenteurs des droits. Donc il a fallu aller. Et comment son avocat, je veux dire, c'est le genre de personne avec lequel il vaut mieux être ami qu'adversaire, n'est-ce pas ? Donc, et au passage, c'est intéressant de dire qu'on parle bien d'avocats ici, alors qu'on pourrait se dire, non, c'est plus des agents ou quoi. Non, non, là, en l'occurrence, c'était son avocat. Ouais. Mais une fois que, il s'est rendu compte que, je n'ai rien évidemment contre nos confrères de Canal+, mais c'est vrai qu'une interview sur France 2 ou France 3 a plus de dimensions. Mais j'étais assez fier ce jour-là parce qu'il faut toujours y croire. Et je dois dire qu'un garçon qui s'appelle Pascal Grisot, qui était le président, l'organisateur de cette Ryder Cup, m'avait beaucoup aidé parce qu'il sentait que c'était, voilà. Mais surtout, ce qu'il y avait de drôle, c'est que Woods, qui est un vrai pro, donc il arrive, parce qu'il avait dû être briefé. La compétition, je te jure, je n'exagère pas, la compétition était en septembre-octobre, les premiers contacts avaient remonté à mai. T'imagines, 4-5 mois avant, tu vois. Et donc, il avait été briefé, le fait que je parle anglais, etc., bien sûr. Et il me dit, il arrive, il dit, I've heard a lot about you. Donc j'ai beaucoup entendu parler de vous. Et là je dis, il faut que je dise quelque chose parce que je dis, so have I. Et ça, moi aussi. Et ça l'a décontracté, ça l'a détendu. Et c'est vrai que c'était un joli moment, ouais. Et ce que ça montre aussi, c'est que tu le dis, là, ça a mis du temps à avoir une telle interview et c'est pas toujours évident, comme tu le dis. Surtout quand on n'a pas les droits. Surtout quand on n'a pas les droits. Ça, c'est vraiment l'évolution de ce métier. Ouais. C'est ce qu'on appelle les exclusivités. Au départ, ça n'existait pas. Au départ, on pouvait aller vers, je sais pas, à l'époque, McEnroe, dont on a parlé au début, comme ça, sans problème. Aujourd'hui, c'est tout simplement plus possible. Et donc ça rend le métier d'autant plus difficile quand on n'est pas journaliste sportif pour telle ou telle chaîne qui diffuse en l'occurrence l'événement. Ce que ça montre du coup, c'est que c'est une forme, il faut batailler pour avoir certaines interviews. Ce que je trouve fort aussi, c'est qu'on l'a dit, là on est en 2018, donc c'était très récent. C'est tout con de le dire comme ça, mais on pourrait penser qu'après une longue carrière que tu as eue maintenant depuis assez longtemps, peut se développer, mais comme toute personne, au final, c'est assez humain, une forme d'habitude, voire je dirais pas de lassitude, mais de forme de, voilà, on fait le métier comme on peut, etc. Et là, ce qu'on voit ici avec Tiger Woods, c'est qu'il y a ce combat quand même pour arriver à avoir cette... Mais ça, c'est un challenge. Ouais. Et ça, à la fin, je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, c'était pas des propos révolutionnaires. Il avait une mémoire extraordinaire, parce qu'il était venu sur ce même golf 15 ans avant, et il se souvenait exactement, ça c'est stupéfait, ça. Il devait jouer un championnat amateur. Il se souvenait exactement ce qu'il avait fait au tour numéro 14, au tour numéro 17, peu importe. Ça m'avait vraiment bluffé. C'est fort. Et donc ça montre encore une fois que d'un point de vue journalistique, il faut aussi batailler. C'est aussi peut-être un autre conseil pour tous les journalistes ou futurs journalistes qui pourraient nous regarder. C'est cette idée que les bonnes interviews ou ce genre de choses ne se décrochent pas comme ça en 24 heures. Ça peut prendre parfois de moins en moins.
de moins en moins. Et si tu avais un conseil plus largement à tous les jeunes qui voudraient faire du journalisme dans le sport, on a bien compris que c'est un enjeu qui est plus large, comme être étudiant en journalisme aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que tu aurais un conseil là qui serait... J'aurais peut-être une phrase sous forme de recommandation. C'est une phrase que j'aime beaucoup, qui m'accompagne. Comment dire? Essayez de faire que l'adulte que vous êtes devenu n'aura pas trahi l'enfant que vous étiez. Très fort, très fort, très fort. C'est un conseil je pense qu'il va être important pour pas mal de personnes. Et une autre question que je me posais là, puisqu'on parlait d'interviews plus récentes, qu'on parlait aussi parfois d'une forme de, chez certains sportifs, une envie de ne pas trop dire ou quoi, c'est la question des réseaux sociaux. Toi, tu as été journaliste quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu l'as été aussi, et tu l'es encore aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Tu as vu une évolution dans l'exercice de ton métier, de tes interviews, même dans les prises de parole des sportifs? Oui, oui, je pense que tu es très bien placé pour le savoir. Il y a une évolution qui fait qu'aujourd'hui, chaque mot est, enfin, je ne vais pas non plus trop exagérer, mais chaque mot est souvent pesé, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que le direct devient un exercice de plus en plus challenging, n'est-ce pas, de plus en plus délicat, parce que justement, à cause de ça, chaque mot est pesé, chaque mot peut être déformé, chaque mot, voilà. Il faut savoir, mais tu le sais, Hugo, qu'il y a aujourd'hui des internautes qui sont toute la journée sur leur ordinateur pour voir, tiens, un tel a dérapé, ce mot qu'on entend tout le temps. Moi, le mot, quand j'ai démarré mon métier professionnel, déraper, je l'entendais uniquement en commentaire de sport automobile, où effectivement, quelquefois, il y a des voitures qui dérapaient parce que sur la chaussée mouillée ou autre. Ouais. Donc voilà, je ne suis pas obnubilé par ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se contrôle davantage. Certains vont trouver ça bien, d'autres vont trouver ça moins bien. C'est vrai qu'il y a une spontanéité qui forcément se perd. Je pense qu'à travers le ton de ma réponse, tu devines que je fais plutôt partie de la deuxième catégorie, mais c'est ainsi. Ouais, dans l'exercice de ton métier, ça veut forcément dire que c'est des sportifs qui parfois ne se lâchent pas forcément autant qu'avant, ou alors ni les sportifs, ni les journalistes. Oui, c'est vrai que ça peut être des deux côtés. Ça peut être des deux côtés. Merci beaucoup, Nelson Montfort, pour ton plaisir, temps aujourd'hui. C'était super intéressant. Et je rappelle du coup ton livre aussi, si certains veulent. Justement, dans ce livre qui est paru chez Michel Lafon, je retrace un petit peu tout ce qu'on a dit avec des rencontres qui remontent à mes premiers JO, c'est en Barcelone 92. Et puis, je retrace même la réinstauration des Jeux modernes par Pierre de Coubertin à Athènes 1896. J'y étais pas encore tout à fait. Mais voilà. Il y a des anecdotes aussi, j'imagine. Beaucoup d'anecdotes. C'est certaines très gaies, certaines très chaleureuses, d'autres un peu plus tristes, parce que c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes, le sport c'est la vie, et c'est ce que j'ai voulu mettre dans cet ouvrage. Et toi, au fil de ces années d'ailleurs, qui se poursuivent encore aujourd'hui, dans ta carrière journalistique, qu'est-ce que tu retiens? C'est bizarre de dire comme ça, mais forcément, ma carrière dans le journalisme est bien plus courte, et elle fait que débuter. Toi, elle continue encore aujourd'hui. Tu as l'impression que ce que tu retiens, par exemple, je sais pas, de ton journalisme des 10 dernières années, c'est quoi? Est-ce que c'est des moments? Est-ce que c'est des rencontres? Est-ce que c'est les événements sportifs en tant que tels? C'est quoi les souvenirs qui restent? Ce sont les qualités humaines. Je pense vraiment que... On parlait de Rafa il y a quelques minutes. Je dis, son palmarès restera comme on l'a dit, mais ce qui restera aussi avant tout, ce sont les qualités humaines. Une fois que la lumière rouge de la caméra s'éteint, qu'est-ce qui reste? Ce sont les qualités. Moi, la plus gentille chose qu'on puisse me dire, c'est justement, vous êtes pareil à l'écran que hors antenne, si je puis dire. Et tant qu'on me dira ça, je serai le plus heureux des hommes. Ouais. On te retrouvera du coup aussi pour Roland Garros, il me semble. Oui, dans quelques semaines. Dans quelques semaines, avec ça Rafa. Arrive. Très bien, avec Rafa. Très hâte de suivre tout ça. Je rappelle du coup le nom de ton livre, Mémoires olympiques. Un pronostic d'ailleurs pour Roland Garros Je crois t'avoir. Je vois pas très bien. Cet Open d'Australie, il a tellement reboosté que Djokovic a quelques soucis d'ordre sanitaire, si je puis dire. Parce qu'il faut être complètement dans sa tête. J'aime bien Stefanos Tsitsipas, le joueur grec. J'aime beaucoup. Mais voilà, je pense que je t'ai cité les 3 vainqueurs potentiels, mais je pense que Rafa peut être là. Voilà. On suivra tout ça. Merci encore. Et je précise d'ailleurs pour terminer, je vais te proposer, si ça te va, de signer la caméra qui est présente ici, la même façon qu'on le fait pour à Roland Garros. Exactement, bien sûr. Exactement. Et je pense que c'est celui-ci. J'imagine que c'est lui. De la même façon. Donc pour ceux d'ailleurs qui n'ont pas le contexte, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, à Roland Garros. C'est exact. Absolument. Et je t'invite à le faire. Juste la signature ou également un petit mot? Non. Avec plusieurs, ce que tu arrives à faire rentrer, et je tease en même
même temps d'ailleurs le fait que dans 2 semaines, donc pas d'émission la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, on aura Panayotis Pasco qui sera mon invité. Ah, je le connais. Il est très bien. Oui, je le connais. Tu l'embrasseras pour moi. Je l'embrasserai de ta part. Il a beaucoup de talent. Merci beaucoup. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Nelson Montfort d'avoir été présent aujourd'hui, c'était super sympa et puis on suivra Roland Garros dans quelques semaines. Merci beaucoup. Avec joie. Merci, bonne soirée à tous.